Alors, est-ce que c'est la France qui nous a empêchés, qui nous dit de nommer des généraux pour qu'ils ne combattent pas? Est-ce que c'est la France? Ce livre, évidemment, il traite du drame d'Inata. Le drame d'Inata a quand même été à l'origine de la chute du gouvernement du président Roch Kaboré. Donc, c'est un drame qui nous a tous touchés. Je pensais que ça, c'était un pan de l'histoire du Burkina Faso qu'on ne pouvait pas occulter. C'est ce qui m'a amené à écrire sur ce drame. Mais le but essentiel visé par moi-même, c'est d'amener et les politiques au Burkina Faso et la hiérarchie militaire à prendre beaucoup plus conscience des manquements à l'art militaire. Alors, de ce point de vue, le livre a traité de stratégie. Le livre va parler des aspects opérationnels. Donc, il va s'adresser au niveau opératif. Ensuite, au niveau tactique. Voilà les grands thèmes qui sont traités par le livre. Donc, ce qui veut dire que le livre peut servir d'élément didactique dans toutes les écoles militaires, y compris l'école de guerre. Il va servir aux hommes politiques qui se destinent à diriger ces pays. Bon, en même temps, à travers tout ça, on va y retrouver les différentes responsabilités qui ont été à la cause de ces drames. Tout le monde a son compte dans mon livre. Il suffit de lire. Mais le problème, c'est que les gens se contentent de petits résumés. Le résumé ne dit rien. L'œuvre, il faut la lire entièrement pour comprendre, parce que tous les liens, il faut les mettre ensemble pour pouvoir comprendre le livre. Le livre est édité à Paris par l'Harmattan, l'éditeur l'Harmattan. Le livre est prêt en France, sur le territoire français, il est déjà prêt. Mais il faut comprendre que lorsqu'on écrit un livre, qu'on le fait publier, à moins d'être soi-même un éditeur, l'auteur, lui, il produit une œuvre, mais c'est l'éditeur qui est le propriétaire de l'œuvre. C'est de ce point de vue-là que moi-même, je suis obligé, en tant qu'auteur, de commander un certain nombre d'exemplaires que je mets sur le marché burkinabé. Autrement dit, le gros de la vente se fait par l'éditeur. Lui, il vend à travers le monde entier. Donc le livre est déjà dans le monde, mais il n'est pas sur le territoire burkinabé. Écoutez, moi je trouve que le problème fondamental qui est la réforme de l'armée n'a jamais été touché. Ces problèmes, on a l'impression que tous les dirigeants qui arrivent essayent de le contourner. Or, en le contournant, on fait de la politique de l'autruche. C'est-à-dire, c'est une fuite en avant. Parce que le problème crucial, si on ne l'aborde pas, on ne pourra jamais se sortir. C'est notre armée qui présente un format militaire qui n'est pas adapté. C'est un format militaire où l'échelon qui commande sur le terrain est du niveau officier subalterne. Ça, c'est absolument inadmissible.
Vous avez une armée où il n'y a pas de brigade, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grandes unités. Les unités commencent par la section, la compagnie, le bataillon, le régiment. On n'est qu'à ce niveau-là. Et on n'est même pas sûr d'avoir des régiments complets. Alors, mais on nomme des généraux. Donc, les généraux n'ont pas de commandement. Moralité, on les trouve dans les états-majors. Entendez par état-major de bureau. Hein. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas, l'armée ne sera pas reformée, qu'on aura créé de grandes unités, à savoir la brigade, la division, le corps d'armée, eh bien, je ne vois pas comment nous pouvons nous en sortir. Ça va être très difficile parce que tous contournent le sujet. Les politiques contournent le sujet parce qu'ils ont peur de toucher à la hiérarchie militaire. Ce ne sont pas des gens courageux. Mais vous voulez diriger un pays, il faut être courageux. Si on n'est pas courageux, ce n'est pas la peine de chercher à être président. Bon, quant aux militaires, eux, ils n'ont pas d'intérêt. Il n'y a que les officiers subalternes peut-être qui ont intérêt à ce qu'il y ait une véritable réforme qui leur permette de bien travailler. Mais les officiers supérieurs qui sont assis dans des bureaux n'ont aucun intérêt à voir une réforme se mener pour les amener au front, par exemple. Ces premiers pas, je ne peux rien dire parce qu'il faut laisser au moins, je ne sais pas, au moins 100 jours à une nouvelle équipe pour la juger. Mais de prime abord, je ne peux pas mettre de jugement. Mais je pense que s'il veut réussir, il a intérêt à ne pas chercher à contourner l'obstacle dont je viens de parler. Il faut qu'il y fasse face en s'attaquant à la réforme de l'armée. C'est un point de vue. C'est un point de vue, moi je n'aurais pas fait comme ça. Il a ses raisons. Mais de l'expérience que moi j'ai en tant qu'officier supérieur, à la retraite, je considère qu'il aurait fallu d'abord mobiliser de manière massive tous les retraités, c'est-à-dire ce qu'on appelle les réservistes, hein, les retraités qui sont capables de guerroyer, de faire la guerre. Il aurait fallu massivement recruter ces gens-là et puis recruter également beaucoup de jeunes dans l'armée. Mais passer par la case des supplétifs, je ne suis pas tout à fait... J'étais à l'Assemblée nationale, hein, quand la loi en 2020 est passée, que le gouvernement Roch l'a fait passer à l'Assemblée, j'étais opposé, je n'ai pas voté. Je ne suis pas d'accord que des supplétifs aient tendance à remplacer l'armée. Parce que si vous avez 50 000 VDP, l'armée régulière n'en compte pas autant. Donc il y a beaucoup de problèmes, hein, sous-entendus. À la fin de la guerre, vous faites quoi avec ces gens? La démobilisation de ces gens, le retrait des armements qu'ils ont reçus, ensuite la question de leur insertion dans la vie sociale, ça va se poser. Parce que ce sont des gens qui, avec un kalash, avec une arme quelconque, voilà un moyen de gagner leur vie. Alors, est-ce qu'on pourra récupérer ces armes sans heurts? Je n'en sais pas. Et puis l'efficacité, moi j'en doute. Parce que la formation de
d'un individu sur 2 semaines, un militaire est formé minimum, je ne sais pas, plusieurs années. Quelqu'un qui est formé sur 2 semaines, moi, je n'en vois pas l'efficacité. Sinon, c'est des problèmes. C'est des éléments de guerre civile, tôt ou tard. Hein. Si on ne sait pas se défaire de ces individus après. Voilà, c'est mon point de vue. Mais eux, ils ont leur point de vue. On ne conteste pas les points de vue des uns et des autres, mais il faut les analyser. J'appartiens à une génération qui a fait déjà la guerre ici au Burkina Faso. Vous savez que nous sommes à la 3e guerre du Burkina aujourd'hui. J'ai sorti un livre là-dessus. Le livre est là. La 3e guerre du Burkina Faso. Ce qui veut dire qu'il y a eu 2 guerres avant. La première, c'est 74-77, à laquelle le capitaine Thomas Sankara, moi-même, Lengani Jean-Baptiste, nous avons participé. Je ne parle que de ces 3-là, de nous 3. Parce que les Zongo-Henri n'ont pas participé à ce conflit. Ils étaient élèves, officiers. C'était à l'école. Lorsque cette guerre a été déclarée, la Haute-Volta d'alors était en infériorité numérique d'au moins des 2 tiers par rapport aux forces maliennes. Et nous avons eu un gouvernement dirigé par le président Damizana, l'armée par le général Babassi, qui ont décrété la mobilisation générale. À travers cette mobilisation générale, nous avons mis 6 mois à faire monter notre armée en puissance. Elle est montée en puissance en créant plusieurs régiments. Hein, c'est le début de la création des régiments. Mais nous n'avons fait intervenir aucun conseiller français. Je vous dis aucun conseiller, parce que l'armée n'en possédait pas. On n'en a pas fait appel. Nous avons compté sur nous-mêmes pour libérer notre territoire, parce qu'il faut savoir que la région de Soum était occupée. Et la mare de Soum, principalement, c'est moi, ma compagnie avec celle du lieutenant Lengani Jean-Baptiste, nous étions lieutenants, hein, tous les 3, avons libéré la mare de Soum, nos 2 compagnies. Aucun Français n'était à nos côtés. Alors, je ne comprends pas que 60 et quelques années après la création de l'armée burkinabé, qu'on soit au niveau de courir après des partenariats sous des motifs qu'on ne peut pas comprendre. Alors, je vais vous poser quelques questions quand même, pour vous permettre de mieux comprendre cette affaire. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une armée où on nomme des officiers généraux qui ne combattent pas. On mobilise les hommes de troupes comment? Si les chefs ne sont pas devant, comment vous allez pouvoir faire ça? Alors, est-ce que c'est la France qui nous a empêchés, qui nous dit de nommer des généraux pour qu'ils ne combattent pas? Est-ce que c'est la France? Donc, pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Bon ben, il faut accuser les gens, il faut trouver des boucs émissaires. Mais ça vient de la jeunesse et d'une certaine catégorie d'adultes qui ne foutent rien, qui n'aiment pas travailler,
qui veulent... Qui peut venir mourir ici pour nous? Qui? Vous pensez que ça existe? Mais en ce moment-là, la contrepartie sera énorme. Si vous dites, vous voulez vous décoloniser, mais dans le même temps, vous appelez un autre pays occidental, enfin, européen en tout cas, la Russie c'est un pays, même s'il n'est pas dans l'Occident, mais il est européen. Vous appelez un autre pays européen pour remplacer celui avec qui vous étiez il y a longtemps, quelqu'un que vous connaissez ses pratiques, etc., etc. Donc c'est quelqu'un avec qui vous devez être plus à l'aise de négocier vos rapports, plutôt que d'aller vous jeter dans une aventure autre. C'est de l'aventurisme, ça. Ben, j'espère que le capitaine Traoré ne va pas se lancer dans ça. On peut gagner cette guerre en allant progressivement, mais en adoptant une véritable stratégie militaire, une tactique appropriée. Il ne faut pas que la tactique surtout prenne le pas sur la stratégie. Voilà, et nous pouvons gagner la guerre à condition de faire sortir tous les officiers supérieurs sur le terrain, de leur confier, de réorganiser immédiatement l'armée dans un format tel que tous les officiers supérieurs soient aux commandes au minimum d'un régiment.